Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue notre petit tour de la GDC. et des quelques annonces qu'on a eu aussi en parallèle de ça, plus quelques autres infos plutôt intéressantes. Allons-y, c'est parti. Et on commence avec Intel, qui va bien nous lancer des GPU pour la fin du mois, le 30 mars. Alors on avait déjà entendu dire ça il n'y a pas très longtemps. Le seul gros problème, eh bien, c'est qu'ici ce ne sera uniquement que des puces pour PC portables, avec des performances apparemment pas incroyables aux dernières rumeurs. Par contre, ça devrait être quand même intéressant malgré tout de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des drivers à ce niveau-là, puisqu'on sait aussi, il y a pas mal de rumeurs à ce sujet, comme quoi en fait les GPU d'Intel sont déjà prêts, c'est juste que tout ce qui est software ne l'est pas, ou n'est pas dans une qualité assez satisfaisante pour faire un lancement de GPU. Alors c'est un petit peu dommage évidemment, puisque apparemment niveau matériel, tout est déjà prêt, tout est déjà construit en fait. C'est juste que niveau software, c'est ça qui pose le plus de problèmes, et Intel a apparemment envie de faire un lancement le plus propre possible. On peut pas leur en vouloir à ce niveau-là. Lancer une nouvelle gamme de GPU avec des drivers à la ramasse, ce serait pas super pour l'image de marque, mais alors, au plus ça traîne, au moins ça donne envie quand même. Donc bon, on sait qu'Intel veut jouer sur la longueur, donc ce ne sera pas un lancement avec rien d'autre derrière. On sait qu'il y a plusieurs autres générations de GPU qui sont prévus. Après, bon, on se doute aussi que si Intel arrive à la bourre, le prix sera lui aussi prévu en conséquence, puisque si les nouvelles générations de GPU des concurrents arrivent, ils pourront pas vendre ces premiers GPU au prix où ils auraient très certainement préféré les vendre s'ils les avaient lancés il y a quelques mois. Et toujours chez Intel, on a enfin, entre guillemets, je pense pas que beaucoup de monde l'attendait, au final, ce nouveau processeur, le 12900KS, est enfin sorti. Il a été listé par exemple chez Newegg aux États-Unis pour un tarif de $800. Quand on sait que ce KS offre apparemment des performances 2 voire 3% supérieures au 12900K classique qui coûte à peu près 300 balles de moins. Bon, alors il y a une certaine mode assez débile sur les déclinaisons très très haut de gamme qui n'apportent rien. Bon, alors on a celle-là ici avec Alder Lake, mais on a aussi entendu parler la semaine dernière de la 3090 Ti. Alors la 3090 Ti, ça arrive aussi incessamment sous peu, et on a vu le modèle Supremix de chez MSI, et à la grosse différence du modèle de 390 Supremix classique, qui était déjà un beau bébé, on le voit ici, et bien ce nouveau modèle de 390 Ti, voilà. C'est du triple slot, voire du 3,5, vu que ça dépasse. Bon, c'est tout simplement monstrueux, et je trouve ça aussi accessoirement très très moche. Avoir un bazar pareil dans mon PC, personnellement, ça me donne pas envie du tout. Et au niveau des specs, apparemment, on pourrait monter jusqu'à 480 watts de consommation, comme on le voit ici. Tout ça pour une 3090 au final légèrement overclockée, puisque oui, des premières rumeurs que l'on a entendues sur les performances de cette 3090 Ti, eh bien c'est qu'elle serait environ 10% plus perf que la 3090 de base. Alors, c'est un petit peu plus que ce que je pensais, mais c'est quand même pas incroyable, surtout quand on voit la hausse de consommation par rapport à la 3090 classique qui était déjà un monstre à ce niveau-là, c'était déjà très très gourmand. Surtout qu'en plus, on peut tout à fait overclocker sa 3090, voire sa 3080 Ti, et arriver très probablement à un niveau de performance plus ou moins proche de cette future 3090 Ti. L'intérêt de cette carte, c'est plus ou moins zéro pour le consommateur. Par contre, on va le voir tout de suite après, il y a un certain intérêt pour les constructeurs. Puisque chez Igor's Labs, la semaine dernière, on a vu passer le PCB, le layout des futurs PCB pour les RTX 4090 et 4080. Et ce qui en ressort, eh bien, c'est que oui, ces futurs GPU d'NVIDIA, cette future génération, particulièrement la plus grosse puce, pourra bien consommer jusque 600 watts avec ce qui a été décrit ici au niveau des specs par rapport au PCB. Et apparemment, au niveau de la RAM, on pourrait aller ici, comme sur la génération actuelle, jusqu'à 24 Go de RAM, voire 12 pour les modèles un petit peu moins puissants. Par contre, ce qui fait un petit peu la passerelle avec les 3090 Ti, eh bien c'est qu'au niveau du PCB, ce serait pin compatible avec ceux de la 3090 Ti. Donc tous les designs que les partenaires d'NVIDIA sont déjà en train de faire actuellement pour la 3090 Ti seraient réutilisables pour le futur
GPU d'NVIDIA hein, pour les 4090, 4080. Donc il n'y a pas si longtemps, hein, on blaguait en disant que cette future 3090 Ti, c'était un petit peu pour se faire la main pour les futurs 4090 et habituer les gens à avoir des cartes qui consomment énormément. Et bien en fait on s'aperçoit que oui, en vrai hein, c'est carrément ça. Bon alors il y a aussi un intérêt économique hein, pour les fabricants, pour les partenaires d'NVIDIA, ça fait que du coup ils n'auront pas besoin de redesigner un PCB en entier. Ça veut dire que le design actuel va fonctionner avec les futures cartes, pour eux c'est plutôt pratique, ça évite de dépenser 2 fois avec une sortie ici de la 3090 très tardif, et ça permet aussi de se faire la main avec du nouveau matériel qui doit consommer énormément au niveau courant, hein, puisque des GPU grand public qui consomment jusque 600 watts, on n'en a pas encore vraiment eu jusqu'ici. Bon alors après je dois bien vous avouer hein, qu'un GPU grand public qui peut consommer 600 watts dans une période où les coûts de l'électricité risquent de s'envoler, où il y a plein d'incertitudes vis-à-vis de l'énergie avec ce qui se passe dans le monde, au final c'était peut-être pas le meilleur plan. Après je dois bien avouer aussi que 600 watts à refroidir, ça va être quand même hyper compliqué dans un boîtier classique. Alors il faudra très certainement avoir un énorme boîtier parce que déjà les cartes risquent d'être énormes. On l'a vu avec la 3090 Ti de chez MSI juste avant, c'est quand même, enfin c'est très épais. La carte risque d'être très lourde. En plus de ça, au niveau de la longueur, on ne sait pas ce que ça va donner, mais je ne serais pas surpris de voir des paquebots arriver vraiment très gros qui rentreraient pas dans la plupart des boîtiers. Ensuite, il faudra quand même quelque chose d'assez violent pour extraire toute cette chaleur. Et si en plus de ça, vous avez un très gros processeur à côté, qui lui aussi peut consommer jusque je ne sais pas combien de watts, ça va être quand même un délire. Hein. Personnellement, c'est le genre de truc qui m'attire, mais vraiment pas du tout. Bon alors après, il faut aussi garder à l'esprit hein, que ce type de carte qui consomme énormément, ou comme les processeurs d'Intel, comme le 12900KS, qui consomment aussi énormément, ben c'est plutôt réservé à des configs très haut de gamme, limite débiles. Ça n'a pas grand intérêt, ça n'apporte pas grand chose de plus par rapport aux modèles qui sont juste en dessous. Et en plus de ça, hein, on sait très bien que plus bas dans la gamme, on aura très certainement des cartes avec 10-15% de perf en moins, mais qui consommeront beaucoup moins. Donc bref, même si le très haut de gamme arrive à consommer énormément à des niveaux assez délirants au final, je m'en fais pas trop pour les cartes qui seront plus bas dans la gamme, on devrait être à des niveaux beaucoup plus acceptables. Je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres vidéos, hein, mais là très clairement, avec un regain de concurrence, que ce soit sur les processeurs ou les GPU, les fabricants se livrent à une bataille de zizi hein, pour qui va avoir la plus grosse, et quand l'un d'entre eux est un petit peu en difficulté par rapport à la concurrence, bon alors ici très probablement, de toutes les rumeurs que l'on entend jusqu'ici, les cartes d'NVIDIA devraient être un petit peu en retrait par rapport aux futures cartes d'AMD, c'est aussi pour ça qu'NVIDIA a choisi de pousser ces futures cartes le plus loin possible au niveau consommation. Et très clairement, hein, ici 600 watts, je pense qu'on n'ira pas plus haut pour des cartes grand public, ou si vraiment on y va, c'est que ça devient vraiment n'importe quoi. Bon après j'ai envie de dire déjà là, c'est n'importe quoi. Alors en parallèle de ça, toujours chez Nvidia, on a eu la semaine dernière l'annonce de Hopper, hein, donc le fameux Hopper dont on entend parler depuis très longtemps, qui est du coup un GPU toujours monolithique, hein, on s'attendait à la base à ce qu'il soit du multi-chip, comme chez AMD et Intel. Et bien ici ce sera bien une puce monolithique, c'est ce qu'on avait entendu dire dernièrement aussi. Et au niveau orientation, au niveau puissance de calcul, alors c'est un monstre hein, très certainement, mais on note quand même une orientation assez marquée vers le machine learning hein, pour ce type de produit. Et si on compare par rapport au modèle actuel chez Nvidia, hein, le Nvidia A100, qui est basé sur Ampère, alors à la différence du Ampère pour PC de bureau, je dirais pour les cartes graphiques grand public, le Ampère du Nvidia A100 est fabriqué chez TSMC sur le 7 nanomètres, là où nos puces grand public sont fabriquées chez Samsung sur le 8 nanomètres Samsung. Donc on aurait ici une puce avec 80 milliards de transistors, là où sur l'ancienne génération on en avait 54,2. Alors c'est pas un x2, c'est plus un x 0,7, mais c'est quand même très impressionnant, hein, d'autant plus que la puce est légèrement plus petite, même si on reste dans une taille que je dirais maintenant assez standard pour Nvidia, hein, on tourne dans les 800 mm². Par contre, et c'est une chose qu'on n'avait pas vu venir, hein, c'est que ici on serait sur le N4 de chez TSMC. On s'attendait plus à du N5. Pour les puces grand public, jusqu'ici, on s'attendait à du N5 également, mais
il ne serait peut-être pas impossible du coup que les puces grand public soient également sur ce N4, qui est une version améliorée du N5, c'est pas vraiment un nouveau nœud complet, on va dire. Mais c'est intéressant malgré tout, puisque si les puces grand public sont elles aussi sur le N4, ça voudrait dire qu'il y aurait quand même un sacré fossé entre le process de fabrication du Ampère que l'on a actuellement sur les RTX 3000 par rapport au futur RTX 4000, puisque le nœud 8 nanomètres de chez Samsung est clairement beaucoup moins bon que le TSMC 7 nanomètres, et ce N4 de chez TSMC est encore une fois largement meilleur que le 7 nanomètres TSMC. Donc ça voudrait dire qu'on aurait un gap de 2 générations de nœuds de fabrication chez Nvidia. Donc c'est aussi quelque chose à garder à l'esprit pour tous ceux qui doutent vraiment qu'on ait un gros gap de performance entre la génération actuelle et la future génération. Il faut pas oublier que chez Nvidia, on aura quand même un gain assez énorme au niveau process de fabrication par rapport à la génération actuelle. Enfin bref, revenons à Hopper. Donc on voit qu'au niveau des specs, on a plus de GPU cluster, on a plus de coups d'accord. Au niveau du cache L2, c'est pareil, une belle augmentation. Par contre, au niveau des Tensor Core, encore une fois, on passe de 432 jusqu'à 528, ce qui est quand même assez significatif. Au niveau de la bande passante, ça grimpe aussi également. Par contre, encore une fois, moi ce qui me chagrine le plus ici, c'est qu'on voit sur le Ampère A100, on allait jusqu'à 400 watts de conso, et bien on voit que sur ce H100 ici, on passe à 700 watts. Encore une fois, augmentation de 300 watts de conso globale, c'est quand même assez énorme. Et c'est un petit peu ce qu'on retrouve là aussi sur la gamme grand public avec la future génération d'Nvidia, sur la plus grosse puce du moins. C'est encore une fois une grosse augmentation au niveau de la consommation, même si sur le papier c'est très impressionnant au niveau spec, au niveau performance aussi très certainement. Après il y a aussi une certaine réalité énergétique derrière, et très clairement chez Nvidia on a quand même une petite envolée à ce niveau-là, que ce soit ici, pour les puces serveurs, et pour les puces grand public aussi, et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, à côté de ça, on a aussi eu Nvidia qui a annoncé Grace et Hopper. Grace, c'est les processeurs d'Nvidia basés sur l'architecture ARM. Alors, j'ai pas grand-chose à dire sur ce niveau-là, parce que je me suis pas vraiment intéressé non plus. De tout ce que j'ai entendu dire à droite à gauche, c'est que c'était sympatoche, mais sans plus malgré tout. Ça va pas révolutionner grand chose du côté serveur, ces nouveaux processeurs. Surtout qu'apparemment, ce produit est prévu pour 2023, et en 2023, il y aura des nouvelles choses aussi chez Intel et AMD. Je ne sais pas vraiment si ce sera vraiment hyper intéressant. Alors après, il y a certainement des applications où le fait d'avoir un écosystème Nvidia en entier, si vous travaillez uniquement avec le software stack de chez Nvidia, aura très certainement un intérêt. Alors après, on arrive quand même à des choses hyper spécialisées, je pense que ça dépend vraiment sur quoi vous bossez au niveau serveur. Une solution full Nvidia, ça a peut-être un intérêt dans certains types de tâches, là où quelque chose de plus mélangé ailleurs, ou full AMD ou full Intel, aura plus de sens pour d'autres trucs. Puisque, en passant chez AMD, AMD a annoncé le même jour la sortie des AMD Instinct MI210, alors qui est une évolution de CDNA2. Bon, pas grand chose à dire à ce niveau-là non plus. Tout ce que j'ai entendu dire perso, niveau puce professionnelle, c'est plus que Nvidia se dirige vers tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, là où les puces d'AMD et d'Intel sont un peu plus généralistes et sont peut-être meilleures dans certains cas à ce niveau-là. Vous en faites ce que vous voulez. Maintenant qu'on a parlé d'AMD, on passe sur le 5800X 3D qui doit lui aussi arriver bientôt, et on a eu un premier bench sur Geekbench. Alors bon, vous connaissez mon aversion pour les benchmarks synthétiques, ça veut pas dire grand chose généralement, mais on en parle malgré tout, puisque sans surprise, apparemment au niveau du single core, on serait moins puissant qu'un 5800X classique. Par contre en multicore, il y aurait un léger mieux, jusqu'à 9%, ce qui est assez surprenant. Alors après, ça dépend sûrement des benchmarks, mais autant on s'attend à une amélioration des performances en gaming avec ce 5800X 3D, donc le fait qu'il soit plus rapide en gaming, ce serait pas vraiment surprenant. Par contre, qu'il arrive à sortir du 9% de mieux sur le score en multicore, c'est un petit peu plus surprenant. Donc ça débarque incessamment sous peu là aussi, on va avoir des tests très bientôt je pense. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne. En parallèle de ça, on a aussi eu des rumeurs, toujours chez AMD, sur les Ryzen 7000. Au niveau de la consommation, on aurait là aussi une petite augmentation, puisqu'on passerait sur des CPU qui pourraient consommer jusque 170 watts, ce qui est plus élevé que les 125 watts actuels, je sais plus
où on en était exactement. Bon, alors après je dirais c'est un petit peu la marche qui a été mise en route par Intel, hein. On fait péter les watts, bah pourquoi est-ce qu'on se priverait aussi? Encore une fois, hein, c'est pas quelque chose qui me réjouit beaucoup. Par contre, ce qui a fait beaucoup parler, eh bien, c'est qu'AMD resterait sur du 16 core 32 threads. Eh bien, on va dire que c'était quelque chose qu'on savait déjà depuis un bon moment, hein. Même ma dernière vidéo sur les leaks de la future génération AMD, ça commence à dater il y a plusieurs mois, il y a même plus de 6 mois. On savait déjà que sur cette première génération de Ryzen 7000, on serait très certainement toujours sur du 16 core 32 threads. Par contre, ça ne veut pas dire que sur la plateforme AM5, sur la deuxième ou troisième génération, on n'est pas du 24 corps, par exemple. Puisque la stratégie d'AMD, hein, c'est généralement des petites améliorations successives. Si on prend l'exemple de ce qui s'est passé avec les Ryzen, on a eu une première génération de Ryzen, les Ryzen Plus qui étaient un léger mieux. Par contre, les Ryzen Zen 2, on avait eu une grosse amélioration des performances, et en plus de ça, plus de corps. La génération Zen 3, on avait toujours le même nombre de corps, mais une grosse amélioration au niveau de l'IPC. Et bien là, sur cette nouvelle plateforme totale, dans un premier temps, hein, on aura donc nouveau chipset, nouveau type de RAM, on aura toujours du 16 core 32 threads, mais on s'attend aussi à avoir un gros gain au niveau de l'IPC et aussi au niveau des fréquences. De toutes les rumeurs qu'on a entendues, jusqu'ici, hein, c'est qu'on aurait une amélioration d'environ au moins 20% au niveau de l'IPC, donc des instructions par cycle à fréquence égale par rapport à Zen 3, mais en plus de ça, on aura aussi un gros boost au niveau des fréquences, hein, puisqu'AMD a déjà fait des démos avec des processeurs qui tournaient avec tous les corps jusqu'à 5.3 GHz ou 5.2, je sais plus, ce qui est plus élevé, hein, que ce que l'on a actuellement en all-core avec les 5950X par exemple. Et c'est peut-être aussi pour ça, hein, qu'on a une légère augmentation de la consommation. Fréquence plus élevée amène très généralement une consommation plus élevée, même si, encore une fois, avec ces nouveaux Ryzen, on passe sur un nœud de fabrication amélioré, hein, puisque ces futurs Ryzen sont sur le 5 nanomètres TSMC, là où actuellement on était sur le 7. Alors après, il y en a pas mal qui se posent la question assez légitimement, hein, est-ce que ce sera suffisant pour combattre à armes égales par rapport à Intel avec sa future génération de processeurs, puisqu'on sait que Raptor Lake va passer de 8 gros corps, 8 petits corps sur la génération actuelle à 8 gros corps, 16 petits corps sur la génération qui arrive, avec en plus quelques petites améliorations au niveau de l'IPC et très probablement un petit peu de fréquence en plus. En vrai, pour l'instant, c'est difficile à dire, mais j'ai quand même l'impression que ça devrait être très serré au final, puisque d'un côté, on aura 16 gros corps AMD hyper boostés, beaucoup plus haut en fréquence que la génération actuelle, et chez Intel, on aura une très légère amélioration sur les corps, les plus gros corps, et un doublement des petits corps. Au final, des deux côtés, on aura 32 threads, puisque les petits corps ne sont pas multithreadés, et il faut pas oublier non plus, que sur la génération actuelle, chez Intel, le 12900K, avec uniquement 8 petits corps, ça consomme de ouf aussi. Donc, en rajoutant encore 8 petits corps de plus, la consommation risque d'être assez élevée également. Est-ce que tout ça va bien tenir dans quelque chose de correct au niveau consommation globale? Bon, bah on verra bien. Mais bon, on voit que de partout, que ce soit les GPU ou les CPU, ça va être la grosse guerre. Sur la fin de l'année, on va avoir quand même un défilé de nouveaux matos assez important. On continue sur les trucs qui servent à rien avec la Radeon RX 6400, qui est une version castrée de la 6500 XT. Donc AMD a apparemment bien décidé de nous sortir cette abomination. Qui voulait d'une carte encore moins bien que la 6500 XT? Bon, personnellement pas moi. Donc on aura bien une version castrée de la 6500 XT. Le seul intérêt de celle-ci, eh bien c'est qu'elle consommera que 53 watts. Ça paraît impressionnant par rapport à la 6500 XT, mais c'est surtout parce que les fréquences de la 6500 XT sont poussées très haut, c'est ce qui lui donnait une consommation assez dégueulasse, surtout si on l'a comparé à la 6600 qui consommait à peine plus et qui avait des performances largement supérieures. Autre news qui a fait pas mal parler la semaine dernière, même si je comprends pas trop pourquoi, c'est que Nvidia apparemment serait en pourparlers avec Intel, puisqu'on sait aussi qu'Intel va développer sa stratégie de fondeur, donc prendre des clients pour fabriquer des puces chez eux et non plus fabriquer uniquement des puces pour eux-mêmes, pour Intel. Donc en gros, Intel deviendrait un concurrent par exemple de TSMC, de Samsung et des autres fondeurs. Et donc bien évidemment, quand on ouvre une nouvelle capacité de production avec une nouvelle fonderie, il est bien évident que Nvidia va s'y intéresser, mais également AMD et également tous ceux qui ont besoin de capacités de production.
Donc, qu'NVIDIA discute avec Intel à ce sujet-là, je vois pas pourquoi ça surprend qui que ce soit. Je suis sûr qu'AMD leur parle aussi, même très probablement Apple, enfin, il devrait y avoir énormément de monde qui tape à la porte d'Intel actuellement pour cette nouvelle activité, enfin cette reprise d'activité, puisqu'apparemment chez Intel c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que la première fois que ça avait été mis en route entre guillemets. Donc oui, il serait pas hyper surprenant de voir débarquer un de ces quatre, des GPU Nvidia fabriqués chez Intel, ou des GPU ou des CPU AMD fabriqués chez Intel. Il n'y a rien d'impossible. Et pour terminer, on passe vite fait du côté des annonces qui ont été faites à la GDC par Nvidia, mais c'est un petit peu plus côté software ici pour les développeurs. Bon, alors je sais que ça va pas intéresser énormément de monde forcément, mais ce qui en ressort et ce qui est intéressant malgré tout, c'est qu'il y a un très gros push qui est fait pour optimiser tout ce qui est ray tracing, facilité d'implémentation du DLSS, enfin ce genre de choses. On voit ici d'ailleurs, même ici, on voit que Nvidia rajoute des plugins pour simplifier le travail des développeurs. Pareil pour Intel et le Hardware Vendor 3, c'est AMD, je sais pas pourquoi ils mettent pas le nom, mais c'est plutôt rigolo. Puisque bon, le vendeur numéro 3 avec le super résolution SDK, c'est AMD. Donc bref, de l'intégration du ray tracing plus simple, de l'optimisation de ray tracing améliorée, ce qui est plutôt une bonne chose, quand on sait que le ray tracing c'est vraiment très coûteux, c'est plutôt bien. Et aussi, ça m'a paru intéressant, c'est que Nvidia met en place une plateforme pour faire tester les jeux de façon plus simple en passant par le GeForce Now. Vu qu'ils ont pas mal d'infrastructures côté serveur, ça pourrait aider certains développeurs à faire du playtest à distance en se basant sur la plateforme d'Nvidia. Pourquoi pas, je trouve ça plutôt sympa. Donc ça permettrait par exemple pour la presse d'avoir des versions de jeux où le développeur peut regarder à distance comment les testeurs jouent, par exemple. Enfin bref, ça apporte d'autres usages au GeForce Now, c'est plutôt une bonne chose. J'ai aussi vu passer une vidéo YouTube sur le compte Nvidia Developer, qui est assez intéressante, sur le Nsight Tool, qui permet d'optimiser justement tout ce qui est ray tracing. C'est plutôt cool, même si je pense que ça aurait été encore mieux si c'était arrivé auparavant, puisqu'on sait que niveau ray tracing, comme je le disais juste avant, c'est très coûteux en ressources. D'ailleurs, on voit qu'AMD prend la même route, puisqu'ils ont aussi apparemment développé leur propre software pour améliorer les performances en ray tracing aussi. Je pense que c'est un petit peu la même idée des deux côtés. Enfin bref, voilà un petit peu le tour de l'actu de la semaine et un petit peu du GDC vite fait. J'espère qu'il y aura eu des infos intéressantes dans le lot pour vous. N'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve assez rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, à la prochaine, salut!